Nous passons à Camille de Almeida. Euh, Camille, donc, j'essaie de vous trouver. Voilà, ça y est, je vous ai trouvé. Camille, vous terminez donc votre doctorat en neurosciences à Sorbonne Université. C'est normal, vous êtes notre Benjamin. Donc, voilà. Vous y étudiez donc la mémoire émotionnelle et plus particulièrement les troubles de l'anxiété, la mémoire traumatique et l'addiction. En plus de votre thèse, vous êtes enseignante de travaux pratiques en biologie et en physiologie auprès des licences de sciences de la vie. Et tout au long de votre doctorat, vous avez fait beaucoup de médiation scientifique pour les étudiants à l'université, ainsi qu'auprès d'un plus jeune public. Ce qui est intéressant, si vous pouvez nous en dire un mot, si vous avez le temps. Vous êtes donc passionné par les sciences et par le féminisme. Ça tombe pile poil bien puisque c'est notre sujet. Vous êtes aussi membre actif de Femmes et Sciences. Au sein de cette association, vous travaillez dans le groupe Communication et vous siégez à présent depuis quelques temps, récemment, je crois, au conseil d'administration de cette formidable association dont je rêve qu'elle nous rejoigne le réseau de la clé, qui est un réseau d'une centaine d'associations. Voilà, le message est passé. Il y en a deux dans les sciences ou trois, je crois. Donc, voilà. Donc, chère Camille, vous allez maintenant nous présenter le vaste champ des neurosciences et de votre spécialité. Nous vous écoutons. Merci. Bien, bonjour à tous. Je tiens à vous remercier pour l'invitation et je tiens à remercier également Evelyne Nakache qui a permis de me faire vous rencontrer, en fait, de faire cette interaction avec la clé, donc qui est aussi membre de Femmes et Sciences. Donc, je suis ravie d'être avec vous ce soir pour parler des femmes en sciences et comment une approche plus féministe est nécessaire dans la recherche comme dans la société. Donc, finalement, en fait, mon discours, il va un peu rejoindre celui de Sylvie Chocron, parce que donc, je suis en doctorat de neurosciences et donc après avoir fait un parcours de biologie, sciences de la vie, je me suis orientée vers les neurosciences car c'est un domaine de recherche qui est extrêmement complexe et très passionnant, en tout cas pour moi. Et donc, les neurosciences, ça regroupe toutes les recherches scientifiques sur le système nerveux, donc c'est-à-dire le cerveau, la moelle épinière et les nerfs. Et donc, avec cette définition, on reste dans un champ très scientifique, pur de la recherche, alors que finalement, les neurosciences, c'est très pluridisciplinaire. Je vais, au cours de mes études, beaucoup m'intéresser, par exemple, à l'histoire des neurosciences. Récemment, j'ai pu assister à une conférence d'une historienne sur la mémoire des traumas et c'était très pertinent pour ma recherche sur les mémoires émotionnelles et les mémoires traumatiques. Et je vais également m'intéresser donc, à la cognition, donc c'est l'étude et la modélisation de phénomènes qui va de la perception au langage en passant par l'attention et la mémoire. Et je dois également être informée et suivre de près la neuropsychologie. Donc, les laboratoires de recherche fondamentale en neurobiologie, en neurophysiologie, ils se concentrent sur des maladies qui peuvent être neurodégénératives, donc on connaît tous Alzheimer, Parkinson. Ça peut être des maladies aussi qui vont être psychiatriques, comme la schizophrénie, ou encore auto-immunes, comme la sclérose en plaques. Et donc, on va chercher les mécanismes qui vont aboutir à ces maladies. On doit les comprendre et pour cela, on va les décortiquer à différents niveaux. Donc, comme je vais vous le montrer là sur les quelques slides que j'ai préparés. Mais juste avant ça, je tenais à dire que donc moi, en recherche fondamentale, je travaille sur les souris. Donc, je tiens juste à poser un contexte parce que on entend beaucoup de choses sur l'expérimentation animale. Donc, c'est très éthique, c'est très encadré. Et c'est vraiment parce qu'on n'a pas d'autres modèles, en fait, sur lesquels on peut travailler, en tout cas en recherche fondamentale, qu'on utilise l'expérimentation animale. Mais bien sûr, je pense que dès qu'il y aura d'autres moyens et d'autres modèles pour les étudier, on pourra s'en passer. Donc, en fait, on va pouvoir étudier les mécanismes moléculaires, donc par exemple au niveau de l'ADN, sur des mécanismes moléculaires, génétiques. Donc ça va être plutôt de la biochimie. Mais ensuite, donc, j'ai essayé de partager mon écran. Donc là, sur la diapo à gauche, donc, je parle de culture cellulaire. Donc, la culture cellulaire, c'est quoi? C'est en fait des cellules qui sont généralement cancéreuses, donc qui vont se multiplier à l'indéfini,
qu'on va pouvoir, enfin à l'infini, pardon, qu'on va pouvoir modifier. En fait, si elles sont dans un contexte particulier, si on leur apporte des nutriments particuliers, un milieu particulier, on va pouvoir les différencier. Donc, elles vont pouvoir acquérir d'autres caractéristiques. Et par exemple, on va pouvoir avoir des cellules neuronales à partir de cellules de pancréas, par exemple. Et donc, ces cellules, on va les observer au microscope, donc comme je l'ai mis sur la diapo. Ensuite, par exemple, on va pouvoir mettre un traitement. Et donc, un traitement, ça peut être vraiment un traitement, par exemple, contre la dépression ou voilà, des traitements. Et on pourra regarder si la morphologie a changé ou si des mécanismes qui sont intracellulaires vont être modifiés. Donc, par exemple, on pourra regarder une libération de neurotransmetteurs. Donc, un neurotransmetteur, juste pour les noms scientifiques, c'est donc ce qui va être libéré par un neurone. Et on connaît beaucoup la dopamine. Donc, ça, c'est vraiment le neurotransmetteur qu'on connaît tous. Et récemment, il y a des laboratoires qui ont permis de former à partir de cultures cellulaires des mini-cerveaux. Et donc là, ça nous forme un autre modèle en fait, d'étude qui est très intéressant pour nous. On aura également une autre échelle, l'étude des courants ioniques. Donc en fait, au niveau du cerveau et au niveau surtout des neurones, on a en permanence un échange d'ions qui se fait. Donc on a un échange d'ions entre le milieu extracellulaire à l'extérieur de la cellule et le milieu intracellulaire, donc à l'intérieur des cellules. Et ces échanges d'ions aussi, ils vont pouvoir avoir lieu grâce à la neurotransmission. Et donc, nous, on va prélever un cerveau de souris, on va faire des tranches, puis grâce à de l'électrophysiologie, donc c'est la technique qui est appelée comme ça, on pourra étudier les courants ioniques. Donc ça, on va pouvoir le faire à l'extérieur des souris, mais on va pouvoir le faire également à l'intérieur des souris quand elles sont vivantes. Et on va pouvoir l'associer à un comportement particulier. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, au cours de ma recherche, je fais énormément de comportements. Et donc, j'étudie le comportement des souris. Donc, ici, ce n'est pas les humains, ce n'est pas de la clinique, mais c'est vraiment c'est en amont. En fait, pour étudier un mécanisme, on va, par exemple, injecter un traitement sur une souris. Donc, on va attendre que le traitement agisse. Ça peut être une opération. Moi, je fais beaucoup des opérations. Vraiment, j'injecte en intracrânial. Et je regarde, donc j'enlève une protéine particulière ou j'injecte un traitement. Et ensuite, quelques semaines plus tard, je regarde différents comportements. Je peux regarder la mémoire spatiale, la mémoire de peur, ou je peux regarder l'anxiété. Donc, je peux vous présenter deux tests qu'on a ici. Il y a l'open field ici. Donc, en fait, c'est un test où on place la souris dans un grand espace. Et en fait, les souris, elles ont peur de la nouveauté. Donc, elles vont se mettre, elles sont très anxieuses, et elles vont beaucoup se mettre sur les côtés du carré, ici, qui est représenté. Et donc, ça va être une partie qui va être considérée pour elles comme non anxiogène. Tandis que la partie à l'intérieur du carré, elle va être très anxiogène pour la souris, parce qu'elle sera... en fait, il faut se mettre comme si on était dans la nature. Dans la nature, si la souris elle est exposée dans un champ, au milieu du champ, les prédateurs ils vont arriver et ils vont les manger. C'est exactement la même chose ici, même si c'est des souris de laboratoire. Donc, c'est considéré, ce centre, considéré comme une partie très anxiogène. Mais la souris, son comportement naturel, il fait qu'elles sont obligées d'explorer pour une recherche de nourriture ou pour une recherche d'un congénère avec lequel ils pourront s'accoupler. Donc, moi, je vais analyser vraiment le temps qu'elle va passer dans cette partie non anxiogène qui sont les côtés et la partie anxiogène qui est au centre. Et je pourrais comparer avec des souris dites normales, entre guillemets, qui ont reçu un traitement contrôle. Et donc, ça va me donner une idée sur leur anxiété. C'est la même chose pour l'omaze. Donc, les souris, elles sont placées sur elles sont surélevées en fait sur une plateforme et on va avoir deux bras fermés qui vont être considérés comme non anxiogènes et deux bras ouverts qui vont être anxiogènes. Et donc ici, c'est la même chose. Je vais juste quantifier le temps qu'elles vont passer dans cette partie ouverte par rapport à cette partie fermée. Et ça va me donner un indice sur leur anxiété. Donc ça, c'était pour le comportement. Voilà, donc c'est vraiment ce que je fais au quotidien dans ma recherche. Et je crois qu'il me reste un petit peu de temps, donc je peux vous parler juste de mon parcours en fait et de la parité au sein de ce parcours en biologie. Avec plaisir.
Donc, en fait, en biologie, on pourrait penser qu'il y aurait beaucoup de matheux, de personnes qui sont intéressées par les physiques, mais en fait, pas du tout. On a, après le lycée, donc j'ai repris des sources du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse en 2018. Donc les femmes, elles représentent 86% des inscrits dans les formations paramédicales et sociales. Elles représentent 69% des inscrits en langue, en lettres et en sciences humaines et 64% dans les études médicales. Et elles ont un pourcentage que je n'ai pas d'ailleurs, mais qui est très inférieur dans les formations d'ingénierie. Et en fait, on est toujours sur un pourcentage de femmes qui vont se diriger vers des métiers du care, des formations sociales, paramédicales. Et cela, ça peut être dû forcément à un contexte socioculturel. Donc, pour ma part, en licence de biologie, j'ai été très étonnée parce que sur les bancs des amphithéâtres, on était à 70% de femmes. Parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de mathématiques, pas beaucoup de physique, et je pense que pour certaines femmes, en fait, on se sent mieux. Je parle pour moi, rien que pour moi. Je me sentais mieux en fait en biologie en me disant que j'aurais pas affaire à trop de physique et trop de mathématiques. Et finalement, en fait, cette parité que je n'avais pas en licence, je l'ai retrouvée pendant mon master, parce que les neurosciences, elles demandent quand même on a beaucoup de concepts scientifiques, chimiques et physiques. Et donc, on a eu bien plus d'hommes. Et là, actuellement, dans ma thèse, dans mon équipe de recherche, on est à 90% de femmes. Et je me suis interrogée là-dessus, j'en ai parlé avec ma directrice de recherche qui m'a dit que c'était sûrement dû au fait qu'on étudie du comportement encore. Donc, en fait, on est toujours sur du care, sur du soin. On va prendre soin des animaux, on va observer leur comportement, qu'est-ce qu'elles ont, et on va vraiment apporter voilà, du soin. Et donc, c'est toujours dans le contexte socioculturel dans lequel on est, c'est toujours quelque chose qui est plus associé aux femmes qu'aux hommes. Voilà. Merci beaucoup Camille pour cet exposé très clair. Vraiment, tout ça est passionnant. Alors, on a pris évidemment un peu de retard, mais on va tout de suite. En tout cas, merci encore Camille. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est malheureusement en 2-3 minutes maximum chacune, nous dire quel serait votre, au-delà des obstacles que vous avez pu rencontrer et du fait que les femmes restent minoritaires dans l'ensemble dans l'ensemble des sciences, hein, selon les sciences, entre 20 et 40% globalement des effectifs et après, au niveau des postes, ça dépend, les chercheurs, c'est très peu, en astrophysique, c'est très peu, en neuropsychologie, il y en a plus, mais, enfin voilà, donc, nous dire les unes et les autres quelle serait pour vous la recommandation que vous feriez dans votre domaine pour aller plus vite et mieux vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, donc, si on remonte, donc c'est à Camille de Almeida, à présent, de nous donner son point de vue, sa recommandation, sa priorité. Voilà. Alors, moi, j'avais travaillé un peu sur, plutôt donc, toujours sur les animaux qu'on utilise en laboratoire. Donc, en fait, comme je vous ai expliqué, en neurosciences, on essaye de comprendre, en fait, par des mécanismes moléculaires, par le comportement, différentes maladies mentales. Et en fait, chez les femmes et chez les hommes, on a une différence en termes de risque, de fréquence, de symptômes et de réponse au traitement dans certaines maladies. Sauf que on remarque qu'en neurosciences, en pharmacologie et en endocrinologie, on utilise beaucoup plus de souris mâles que de souris femelles. Et ça, c'est toujours dû à quelque chose qui est ancré dans la société, c'est qu'on pense que les femmes sont hormonales et émotionnelles et les hommes rationnels et en ordre. Donc, ce qui amène en fait au fait qu'on n'utilise que des souris mâles et pas des souris femelles. On nous dit les souris femelles ont un cycle ovarien, en fait, un cycle d'œstrogène, de progestérone, qui donne une variabilité énorme en fait dans nos résultats et dans nos analyses. Donc, on ne peut pas les analyser. Alors que chez les mâles, ce serait différent. Sauf qu'en fait, il a été observé que c'est pas vrai.
que le fait qu'on a… en fait, il y a une énorme variabilité chez les mâles aussi, qui est parfois même un peu plus grande que chez les femelles, qui est due au fait que les mâles, ils sont, et donc les femelles aussi, sont regroupés ensemble. Et en fait, ils établissent une hiérarchie entre eux. Et cette hiérarchie, elle dépend, il y a certaines études qui montrent qu'elle dépend de leur taux de testostérone. Donc, en fait, on aurait des taux parfois qui seraient 4 fois supérieurs ou inférieurs en fonction qu'on soit dominé ou dominant. Donc, on a une variabilité aussi qui est énorme. Et en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que, donc, que ce soit la testostérone, le cycle ovarien, il faut le prendre en compte dans nos recherches, mais il ne faut pas que ce soit un frein pour le fait, enfin, pour qu'on soit, il faut qu'on étudie que les mâles, et non, aussi, il faut étudier les souris femelles, et ça nous donnera une médecine qui sera plus personnalisée au final, et qui sera… en fait, ça résolvera un problème de santé publique finalement, qui est que les femmes sont parfois moins bien traitées que les hommes. Oui, vous m'expliquiez effectivement, Camille, que effectivement certaines maladies ou certains troubles qui étaient plus majoritairement Oui, décelés chez des femmes étaient étudiés sur des les souris souris mâles. mâles, et Oui, donc il n'y avait pas que ça faussait les résultats finalement. complètement, complètement. Et même nous, on a des… donc moi, je parlais, c'est vraiment… les femmes ont des prédispositions pour des maladies, des troubles de l'anxiété, par exemple. Donc, troubles de stress post-traumatique, on a aussi pour des dépressions. Et en fait, c'est plus des maladies qui vont arriver à l'âge adulte pour les femmes et qui vont être plutôt neurodéveloppementales chez les hommes. Donc, autisme ou même schizophrénie qui va arriver à l'adolescence. Et et en fait, même nos tests de comportement sur les souris, je finirai juste par ça, même nos tests de comportement chez les souris, ils sont adaptés au mâle. C'est-à-dire que moi, j'étudie la mémoire de peur, la mémoire traumatique. Donc, on regarde si les souris, après un traumatisme, si elles ont peur et donc si elles arrêtent de bouger. Et en fait, on a des études qui montrent que chez les femelles, c'est pas du tout comme ça que leur comportement de peur est exprimé. Donc, en fait, il faudrait tout revoir. C'est-à-dire qu'il faut arrêter les stéréotypes Ouais. préalables quoi, dans le Exactement. choix des… Merci beaucoup, Camille. Merci Merci à vous. pour cette piste intéressante aussi pour la recherche.